Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Au Palais de la Démocratie, siège de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Tengueline, a répondu à une question orale avec débat, question relative aux jeux de hasard et transfert d'argent. Une question posée par le député Salih Kebzabo. La plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Doba Robert. Quelle est la réglementation en matière de jeux de hasard au Tchad? Les mineurs peuvent-ils accéder à ces jeux connus sous diverses appellations? Les opérateurs de ces différents jeux paient-ils les taxes fiscales? Et l'État a-t-il un outil de contrôle de transfert d'argent via les téléphonies mobiles et les agences de transport interurbains? Telle semble être la charpente de la question posée au ministre des Finances et du Budget. L'auteur de la question entend à travers ces interrogations s'imprégner des mesures prises par le gouvernement en matière de sécurité et des instruments juridiques devant encadrer ces différents jeux qui alimentent nos rues. Ces jeux, selon les élus du peuple, sont proscrits dans certaines religions dites monothéistes. Quelquefois, source de conflits dans certaines menaces, ces jeux ne doivent pas être pratiqués par des jeunes de moins de 18 ans. Et les maisons de ces jeux de hasard tirent des grands bénéfices sur le dos de l'État. S'agissant des transferts d'argent à travers les agences de transport interurbains, les élus du peuple appellent le gouvernement à trouver des voies et moyens pour l'encadrement de ces agences exerçant dans l'informel, car le transfert d'argent non fiscalisé est une perte pour l'État. Aussi tient-il à relever que les frais de transfert sont élevés au niveau de Western Union et MoneyGram ainsi que d'autres banques. Répondant à ces différentes questions soulevées par les élus du peuple, le ministre des Finances et du Budget dit avoir pris bonne note de ces différentes observations. Il réitère l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'encadrement des jeux de hasard et le transfert d'argent à travers les téléphonies mobiles et agences de transport interurbains. La question relative à la levée de 16 mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique n'a pas été occultée par les élus du peuple au cours de cette séance d'interpellation. Le ministre des Finances et du Budget soutient que des discussions sont en cours pour apporter des solutions à cette crise. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimaden, a procédé ce jour au lancement officiel de 2 écoles doctorales. Objectif: assurer efficacement la promotion des enseignants-chercheurs au sein du CAMES. Christelle Garlomdana. 2 écoles doctorales viennent d'écrire une nouvelle page dans l'agenda académique des institutions universitaires tchadiennes. Il s'agit de l'école doctorale des lettres, sciences humaines et sociales et de l'école doctorale des sciences, techniques et de l'environnement. Créées par arrêté 585 et 586 du 24 novembre 2015, ces écoles contribueront à assurer efficacement la promotion des enseignants-chercheurs dans le cadre du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Cependant, quoique les écoles doctorales aient été créées depuis 2015, les tensions budgétaires n'ont pas permis leur concrétisation. Qu'à cela ne tienne, en dépit de ces retards dans les lancements officiels, un certain nombre de réalisations ont été enregistrées, notamment l'élaboration de textes organiques fixant les cadres opérationnels des écoles doctorales, l'appropriation des textes organiques et la structuration des 2 écoles doctorales, la mise en place du conseil scientifique de chaque école doctorale. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimaden, souligne que la mise en place de ces écoles vise à mieux formaliser les structures universitaires. L'optimisation des activités de recherche nécessite un cadre approprié, une vision holistique et une approche systémique. Or, l'école doctorale constitue justement ce cadre indiqué qui met en cohérence l'ensemble des acteurs et des structures engagées dans les activités de recherche, d'où l'importance de sa création, sa mise en place et son fonctionnement. Et pour cause, les structures composant l'école doctorale partent du chercheur isolé à l'équipe, au laboratoire, à l'institut et au centre, d'où la nécessité de définir respectivement et de façon appropriée leur taille, leur organigramme et leur mode de fonctionnement. Les écoles doctorales ont pour mission la formation à la recherche, chacune dans leur champ disciplinaire. Elles ont en charge la politique scientifique de la formation doctorale. À ce titre, relèvent de leurs compétences les questions relatives aux inscriptions et aux validations d'acquis en 3e cycle. Signature ce matin d'une convention entre le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie et l'Institut supérieur du pétrole de Mao.
L'accord prévoit le renforcement des capacités du personnel du ministère. Le document porte les signatures du ministre du pétrole et celle donc du directeur général de cet institut. Cette convention d'enseignement et de partenariat, une fois opérationnelle, permettra au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie de disposer désormais des ressources humaines qualifiées et professionnelles, et ce à travers les différents modules spéciaux que l'Institut supérieur du pétrole de Mao aura dispensés au personnel. Sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la signature de cette convention a vu la présence du chef du dit département, David Oudengar Ngarimaden, qui avait à ses côtés le directeur général de l'Institut supérieur du pétrole de Mao, par ailleurs signateur officiel du document. Pour le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, Mahamata Midkoua, ce projet qui vient d'être parachevé est indispensable pour le département dont il a la charge. C'est une manière de matérialiser la volonté manifeste d'appuyer l'institut à l'effet de contribuer au renforcement des capacités des agents du ministère du pétrole. Nous avons élaboré un plan de formation qui fait ressortir clairement ce qu'il faut pour renforcer les capacités des agents. Nous avons tendance à courir vers l'extérieur pour trouver des partenaires qui viennent renforcer, qui viennent aider le ministère à former les agents, pendant que l'Institut peut aussi contribuer. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Oudengar Ngarimaden, estime que l'Institut supérieur du pétrole de Mao est qualifié pour offrir les compétences nécessaires au ministère concerné. Les ressources humaines sont indispensables et ne peuvent donner de résultats que si ces ressources sont bien formées dans le domaine spécifique, surtout celui du pétrole. Et je crois que mon collègue du pétrole, des mines et de l'énergie a eu cette heureuse initiative de pouvoir matérialiser cette relation particulière, en plus du rôle du ministère qui a la tutelle administrative, parce que nous gérons donc cet institut, et le fait que cet accord soit signé apporte un plus dans la formation qui sera dispensée et des formations spécifiques qui seront sollicitées par le ministère du pétrole de mines. Créé il y a bientôt 15 ans, l'Institut supérieur du pétrole de Mao bénéficie pour la première fois en termes de formation de la confiance d'une entité publique. Un exemple à suivre selon le ministre David Oudengar Ngarimaden. Le comité technique du projet d'appui au mécanisme de consolidation de la paix au niveau communautaire et l'inclusion des jeunes dans les zones frontalières entre le Tchad et le Cameroun s'est réuni ce matin. La planification, en fait, les acquis du projet étaient au centre de la rencontre qui a vu la présence du coordonnateur du système des Nations Unies au Tchad, Fadam Bissoulgan. Pour garantir les acquis en matière de consolidation de la paix, obtenu dans le cadre du projet Peace Building transfrontalier Tchad-Cameroun, le comité technique s'est retrouvé avec les partenaires et les acteurs de mise en œuvre pour renforcer les mécanismes d'échange et de discussion techniques en vue de préparer le comité de pilotage. Le meilleur enseignement à tirer est l'importance de la contribution conjointe de différents partenaires transfrontaliers et leur engagement à atteindre les objectifs fixés du début jusqu'à la fin. De plus, l'implication réussie des communautés des deux côtés de frontières dans les initiatives constructives et collaboratives témoigne de l'impact d'un tel projet. Directeur général des services des études et de la planification du ministère de l'économie et de la planification du développement rappelle que les plus hautes autorités du pays font de la question de la consolidation de la paix leur priorité. La particularité de ce projet réside certainement dans son mode d'exécution. Il s'agit d'une expérience inédite dans la coopération entre les agences du système des Nations Unies et les gouvernements, surtout dans un domaine assez complexe qu'est la consolidation de la paix dans une partie de la frontière affectée par les attaques de Boko Haram. 3 points
principaux de l'agenda de la présente réunion expliquent la grande importance que les gouvernements des deux pays et les dirigeants des systèmes des Nations Unies accordent à ce projet transfrontalier. La tenue du colloque transfrontalier de Maroua, les conclusions de l'évaluation indépendante et le film sur la vie du projet. J'ose espérer que les recommandations seront formulées en termes des échanges par le comité de pilotage pour des perspectives pour la consolidation de la paix dans la zone du lac Tchad. Les participants ont saisi cette occasion pour poser quelques préoccupations, entre autres le retard dans le démarrage du projet ou encore la non-quantification des acquis. Apportant des éclaircissements aux différentes interrogations, les consultants ont fait savoir que c'est un projet pilote. S'agissant du manque de coordination, les intervenants rappellent que c'est dû à la lenteur administrative. Les participants ont tenu à saluer le programme commun des Nations Unies pour le développement et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour cette initiative qui a pu rapprocher les communautés des deux pays. Ils ont solennellement prié les gouvernements du Cameroun, du Tchad et le système des Nations Unies pour reconduire le projet au bénéfice des communautés. Le nouveau gouverneur de la province du Tibesti a pris officiellement service. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le directeur de l'administration du territoire, Mokhtar Ngarbay Tombalbay. Wakta Rose. Nommé au terme du décret 1371 du 2 septembre 2019, le nouveau gouverneur de la province du Tibesti, Didi Abré, est installé dans ses nouvelles fonctions. Il remplace à ce poste Abdraman Ali Mahamat. Installant le nouveau gouverneur, le directeur de l'intérieur du ministère de l'administration du territoire, Mokhtar Ngarbay Tombalbay, demande au gouverneur entrant de veiller à la bonne marche de l'administration publique. Il insiste aussi sur le respect de la hiérarchie et la consolidation de la paix dans la province du Tibesti. Le gouverneur sortant, Abdraman Ali Mahamat, demande à la population de garder le même élan de collaboration avec son successeur. Didi Abré, quant à lui, exprime sa gratitude au président de la République Idriss Déby Itno pour la confiance placée en sa modeste personne et s'engage à se mettre à l'œuvre. Pour mener à bien sa mission, le gouverneur de la province du Tibesti sollicite la contribution de toutes les forces vives de sa circonscription. Le chef de la station provinciale Onama du Moyen-Chari, Issa Mandekor, et celui de Kiabé, Biniouya, ont été installés respectivement à Sar et à Kiabé dans leurs nouvelles fonctions. Youssouf Abdraman Aligad nous en dit plus. La station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels du Moyen-Chari a un nouveau chef. Il s'agit d'Issa Mandekor et remplace à ses postes Gomita Justin. Ce dernier a passé 2 ans à la tête de cette structure. La passation des services a eu lieu à Sar, chef-lieu de cette province, en présence du directeur général de l'ONAMA, Boukar Sanda, et quelques responsables de l'office. Le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels demande au nouveau chef de la station de confectionner une grille de programme cohérente qui répondra aux attentes de l'ensemble de la couche sociale. Nous avons estimé que les stations provinciales ne participent qu'à la confection du news, du journal. Donc nous avons 2 minutes par semaine peut-être pour l'ONAMA SAR, 2 minutes pour les autres stations pendant nos journaux. La mission consiste à participer également à la confection du programme de l'Office national. Parce qu'avec la prise en main du nouveau siège que vous avez tous vu à travers peut-être la télévision, le programme de la télévision se veut un programme compétitif, un programme attrayant et un programme qui répondent aux aspirations et aux attentes des téléspectateurs. Le chef de la station sortant exhorte ses anciens collaborateurs à garder le même élan et la même disponibilité pour le nouveau chef de la station. Malgré les difficultés, la radio n'a pas cessé d'émettre en respectant la grille des programmes. C'est grâce à vous. Des appels téléphoniques et des messages de félicitations nous sont parvenus de la direction de la radio nationale et de la direction de la télé Tchad, et même de certains auditeurs et téléspectateurs, témoignant ainsi de la bonne qualité de votre travail et donc de votre professionnalisme. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari a marqué sa disponibilité à collaborer avec le nouveau chef de la station pour rendre les activités de l'ONAMA plus fluides. Le but de création de cet outil est de favoriser une bonne cohésion sociale au sein de la population, une cohabitation pacifique par une communication non tendancieuse.
Pour le nouveau chef de la station provinciale du Maïchari, le défi est de taille. Et à ce titre, il demande le soutien de tout le monde. La première mission d'une radio et télévision publique est de rendre visibles et lisibles les actions du gouvernement. Soyez-en rassurés, nous allons faire de notre mieux pour maintenir le cap aussi, pour donner l'information en ce qui concerne notre province, dans toute l'étendue du territoire. Nous avons déjà arrangé la télévision locale avec l'antenne grand public. Notre province a des potentialités économiques, culturelles, sociales et agricoles qui devraient être valorisées avec l'appui de l'ONAMA. Même mission, mais dans un autre décor, à Kiabé. Cette fois-ci, c'est le nouveau chef de la station de l'ONAMA, Binu Ouya, en remplacement de Bokar Ngare, qui a été installé par le préfet du département de Lac-Iro, Mohamed Haroun. Le directeur général de l'ONAMA appelle le chef de la station de Kiabé à apporter les réponses urgentes pour une bonne prestation de services. Le préfet du département de Lac-Iro, Adam Maharoun Mahamat, a indiqué que son soutien ne fera pas défaut. Pour lui, la radio et la télévision sont au service du développement du département de Lac-Iro. Le chef de la station sortant de Kiabé, Bokar-Ngare, a demandé à ses anciens collaborateurs d'aider le nouveau chef de la station à mieux assumer son rôle. Le nouveau chef de la station de Kiabé, Binu Ouya, a souligné qu'il est déterminé à relever le défi, quels que soient les moyens mis à sa disposition. À Assar, tout comme à Kiabé, la délégation a visité les installations techniques des stations. Des réunions d'orientation ont été tenues pour expliquer les nouvelles exigences de l'ONAMA. Dans le Wadaï, les autorités prônent le vivre ensemble. Le gouverneur Ramadan Erdebou et le sultan du Dar Wadaï, Chérif Abdelhadi Mahadi, ont animé un meeting à Malanga, localité située à 60 km d'Abéché. En toile de fond, la cohabitation pacifique. Habib Ahmad Adam. L'objectif de ce meeting consiste à encourager la population du canton Bourtaï qui a restitué volontairement 67 armes à feu aux autorités compétentes et de sensibiliser cette population sur le vivre ensemble. Le chef de canton Bourtaï, Ahmad An-Nadif, a signifié que sa population a répondu à l'appel des plus hautes autorités sur le désarmement des civils et il a aussi rassuré qu'il va continuer la sensibilisation sur le respect des mesures de l'état d'urgence. Ahmad An-Nadif a remis séance tenante 3 armes à feu au gouverneur pour monter le nombre à 70 armes à feu. Rendons-nous à présent dans la province du Lac pour une rencontre entre les forces de défense et de sécurité et le gouverneur. Cette réunion mensuelle de sécurité présidée régulièrement par le gouverneur de la province du Lac, Adam Nouki Sharfadine, s'inscrit dans la lutte contre la secte Boko Haram qui est au centre de la politique sécuritaire des autres autorités du pays pour préserver la paix et la cohabitation pacifique, gage de développement durable. Le gouverneur de la province du Lac, Adam Nouki Sharfadine, au cours de cette réunion, a remercié et félicité au nom du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure dans la lutte contre la mafieuse secte Boko Haram, tout en leur demandant de maintenir le même cap pour éradiquer complètement cette secte. Adam Nouki Sharfadine a indiqué que les forces de défense et de sécurité ont infligé une cuisante défaite à Boko Haram sur le terrain, dont quelques bandits et complices en débandade sont traqués nuit et jour par l'armée. Avec votre engagement, avec vos convictions, avec le patriotisme que vous avez fait preuve aujourd'hui, l'ennemi est affaibli, mais il n'est pas vaincu. Comme vous avez constaté, notre ennemi a changé son mode opératoire. Il fait recours désespérément à des engins explosifs, notamment les mimes artisanales, des embuscades tendues, et s'apprennent à des personnes isolées et des sentinelles. Donc je voudrais ici vous demander d'ajuster et réajuster notre dispositif opérationnel pour les rendre aptes, conformes à la nouvelle donne. Parce que c'est le prix, et uniquement c'est le prix pour éradiquer de façon totale et définitive cette secte nébuleuse effacée d'une étape de situation sécuritaire à une étape de développement socio-économique harmonieux. Le gouverneur n'a pas manqué de rappeler que la prochaine conférence des gouverneurs qui se tiendra au début du mois prochain à Béché, sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, sera un cadre idéal pour soulever toutes les questions liées à la sécurité et les stratégies à adopter. Je voudrais écouter les doléances, je voudrais écouter les soucis, je voudrais écouter les difficultés que vous avez sur le terrain. Je connais déjà assez pour en avoir été avec vous ici pendant un moment donné, mais je pense qu'avec vos interventions, vous allez
nous édifier, nous clarifier pour qu'on puisse être des avocats dans cette rencontre. C'est aussi une espèce de réunion de sécurité qui est organisée sous la présidence du chef de l'État. Je pense que c'est l'endroit attendu et je dirais même inouï pour nos provinces respectives de transmettre nos doléances au chef de l'État. Les responsables des forces de défense et de sécurité ont saisi cette opportunité pour égrener quelques chapelets de doléances pour la réussite totale des opérations sur le terrain, dont le gouverneur a promis d'apporter des solutions idoines dans un bref délai, tout en invitant les uns et les autres de maintenir les mêmes morales afin d'éradiquer complètement cette mafieuse secte qui est un ennemi commun. Il se tient depuis ce matin un atelier de dissémination et de diffusion des résultats de l'enquête sur les disponibilités et capacités opérationnelles des services de santé dans les formations sanitaires. Les précisions avec Varelaj. Après la première enquête réalisée en 2015 dans les structures sanitaires de la place, la direction des statistiques, de la recherche et de la planification du ministère de la Santé publique organise la deuxième enquête de dissémination et de diffusion des résultats de l'enquête sur les disponibilités et capacités opérationnelles des services de santé. Cette enquête, qui intervient après 4 années, consiste à faire un état des lieux du fonctionnement des formations sanitaires. L'initiative émane du ministère de la Santé publique de concert avec ses partenaires, notamment l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Union européenne et la coopération française. Cette enquête nous permet d'avoir une photographie en un instant T des données permettant de mesurer et d'évaluer efficacement la disponibilité et la capacité opérative de nos structures. Elle alimentera les revues annuelles des systèmes de santé nationaux et appuiera l'élaboration des plans annuels pour des prises de décisions et orientations des investissements du pays. La santé étant une priorité du gouvernement, le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique attache du prix à la réussite des assises. Mamat Pierre invite les participants à des échanges fructueux afin de diagnostiquer les maux qui entravent le bon fonctionnement des formations sanitaires. Le projet BASE, en collaboration avec la mairie, a organisé dans le 6e arrondissement de la capitale une campagne de sensibilisation sur la santé maternelle, infantile et néonatale. Cette campagne est axée sur la fréquentation des centres de santé, la consultation prénatale et bien d'autres sujets ayant trait à la santé. Mamad Omar Morsal. Le bilinguisme joue un rôle primordial dans le système éducatif et dans le développement socio-économique du pays. Vu son importance, le premier président du Tchad, Ngarta Toumbalbaï, a jugé utile d'instaurer dans les années 1962 le bilinguisme dans le système éducatif. Il s'agit de la création du collège bilingue, l'actuel lycée franco-arabe d'Abéché, l'université Roi Faisal et bien d'autres. 1962, jusqu'on est arrivé à 2014, il n'y avait pas une stratégie de mise en œuvre du bilinguisme. Il n'y avait pas du tout. Et comment voulez-vous qu'on puisse atteindre un objectif sans pour autant faire une stratégie de mise en œuvre de ce que vous voulez faire? Bon, la stratégie, c'est un mot militaire, mais qui a son sens et sa place à l'éducation nationale, dans toute activité. Parce qu'un militaire veut gagner une guerre, il va faire une stratégie. Un enseignant veut atteindre un objectif, il va faire une stratégie. Sinon, il ne peut pas arriver. Donc, cette stratégie manquait dans le système éducatif. Enseigner une science de langue par semaine dans une classe contribuera-t-il au bilinguisme? Si on applique la stratégie, nous avons mis la parité des heures de travail en arabe et en français. Il y a cette parité-là qui est là. Donc, sans cette parité, on ne peut pas arriver à atteindre l'objectif. Et dans la stratégie, nous avons prévu ça. Et ça existe. Et je crois que ceux qui vont commencer la rentrée par le CP1, c'est ça ce qu'ils font appliquer. 5 heures de cours, 2 heures et demie cours en français, 2 heures et demie en arabe. Les efforts sont consentis par le gouvernement pour sa mise en application dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur, parmi lesquels la formation des enseignants en arabe
et en français. On a déjà donné la stratégie de mise en œuvre du bilinguisme au ministre de l'Éducation nationale. Ce projet a financé la confection d'une stratégie de mise en œuvre du bilinguisme et que le ministre a eu en 2018 entre ses mains. Et je crois que c'est cette stratégie-là qui est maintenant mise en œuvre. Si le ministre de l'Éducation nationale, dans ses déclarations à la rentrée, dit il faut qu'on commence du CP1, dans la 6e et en seconde. Cela veut dire ceux qui deviendront les vrais bilingues, c'est on commencer à partir du CP1. Et il ne faut pas oublier les autres. Aussi, il faut les former petit à petit pour qu'ils aient quelques notions de deux langues-là. Dans certains établissements visités de la capitale, quelques responsables ne cachent pas leur satisfaction et promettent appliquer intégralement l'enseignement bilingue dès la rentrée scolaire. Nous appliquons à la lettre tout ce qui est consigné dans le dit document. C'est-à-dire que le français et l'arabe sont au même titre. Quand vous voyez, par exemple, là, nous commençons l'enseignement de l'arabe depuis la classe de 6e avec un coefficient qui est plus ou moins égal au français. Le coefficient est de 3. La formation de nos élèves qui sont des futurs cadres de demain en arabe. Il faudrait qu'ils comprennent l'arabe pour se défendre demain, pour répondre à toutes les questions qui peuvent arriver. Donc le bilinguisme est appliqué ici avec rigueur. Pour les responsables en charge du projet Afflux Tchad-Tunisie, le décret 1632 de l'année 2018 portant l'application intégrale du bilinguisme a tout son sens, car le bilinguisme joue un rôle important dans la vie de l'homme. Le bilinguisme, c'est un moyen d'unité d'un peuple, un moyen de solidarité d'un peuple, un moyen de compréhension des civilisations d'un peuple, un moyen qui permettra à un peuple d'être une nation. Parce que tous vont sortir d'une école, et dans une école, on donne la même formation, ils ont la même idée, la même pensée, la même vision, puisque l'apprentissage de langue, c'est une richesse à la personne, une richesse à un pays, et ça développe l'économie. L'application du bilinguisme est une réalité, car plusieurs efforts sont fournis par le ministère en charge de l'éducation, parmi lesquels la formation des enseignants en langue française et arabe et la redynamisation du curricula, mais aussi et surtout l'instauration de l'enseignement bilingue dans tous les établissements. Il revient aux apprenants de relever les défis, celui de s'exprimer dans les deux langues. Vous l'avez corrigé de vous-même, le reportage est bel et bien signé Mamadou Omar Moursal, mais il porte sur l'application du bilinguisme. La formation sur les activités génératrices des revenus organisée par la Fondation Grand Cœur de concert avec l'ANADER vole au secours des groupements féminins de la ville d'Amdjaras. Au total, 134 femmes ont bénéficié de cette formation sur les techniques agricoles. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi. 4 jours durant, 134 femmes issues de 80 groupements de la province de l'Anadi-Est ont été formées sur la technique des activités agricoles sur l'initiative de la Fondation Grand Cœur. Il s'agit entre autres de la culture maraîchère et de la commercialisation des produits agricoles. À la fin de leur formation, ces femmes ont bénéficié des matériels agricoles. Ceci est un don octroyé par la dite fondation au groupement féminin. Ce don est composé entre autres des moulins à mil, des motopompes, des brouettes et bien d'autres accessoires de travail agricole. Ces outils leur permettront de bien exercer leurs activités. Très satisfaites, les membres de ce groupement féminin expriment leur gratitude à l'endroit de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Debi Itno. Ils nous ont formés comment faire le commerce. Donc, je remercie Madame la Première Dame Hinde Debi et son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby, investir l'argent pour réaliser la formation. On a fini dans de bonnes conditions. Mais notre mère Première Dame, elle ne nous a même pas oubliés chaque année. Chaque année, on gagne beaucoup de formations. Ce qu'on ne comprend même pas, mais elle nous fait savoir de comprendre. Maintenant, je suis très content par rapport à elle.
Je remercie beaucoup et je remercie notre papa Idriss Déby Itno. Je remercie beaucoup la première dame parce qu'elle passe beaucoup sur nous. Elle passe beaucoup sur les femmes. Surtout nous, les femmes des régions, elle ne nous laisse pas. Chaque année, année passée même, elle est venue pour nous former, matrone. Là que je suis matrone, accoucheuse. Donc je les remercie beaucoup. C'est qu'elle fait pour nous. Donc on prête vie que Dieu les garde. Dieu les soutient tout dans son activité. Le chef d'antenne de l'Agence nationale d'appui au développement rural de la province de l'ND-Est, Ali Fouzari Mahamad, a relevé que ces dons aideront un temps soit peu les bénéficiaires. Le point focal de la Fondation Grand Cœur, par ailleurs maire de la ville d'Amdiaras, situe l'objectif fixé par cette fondation. L'objectif visé par la Fondation Grand Cœur est d'impliquer les femmes vulnérables dans la vie active afin de leur assurer une autonomie financière. En voilà aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de la formation. À travers ce geste humanitaire, la première dame Hinde Déby Itno entend promouvoir l'autonomisation des femmes de la dite province, précise le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Hamid Djimino Djouma. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est a salué l'appui conséquent de la première dame Hinde Déby Itno en faveur des femmes de cette province. Au nom de toute la population de l'Enedi-Est et à notre nom, nous rendons un hommage mérité à son Excellence Hinda Déby Itno, première dame de la République du Tchad, pour tout ce qu'elle fait pour le bien-être de la femme tchadienne en général et celle de l'Enedi-Est en particulier pour son autonomisation. Cet acte hautement salutaire s'inscrit dans la droite ligne de la politique de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a accordé une place de choix à la femme tchadienne dans la 4e République. Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mohamed Nasr Abdoulaye, a apprécié à sa juste valeur cette initiative tout en insistant sur les responsabilités des récipiendaires. Voir des femmes de groupement recevoir des mains de la mission de Grand Cœur, c'est quelque chose qu'on peut dire que c'est fort. Et nous pensons que la formation qu'ils ont eue, et à travers ce matériel mis à leur disposition, feront bon usage et d'autres femmes suivront leurs pas. Et je pense que c'est un honneur pour celles qui viennent de bénéficier ces dons du Grand Cœur. Je vais simplement dire merci à Grand Cœur pour avoir pensé à aider les couches vulnérables. Et je pense que ces couches vulnérables ne vont pas la trahir, feront en sorte que Madame la Première Dame serait très, très heureuse quand elle verra le résultat d'ici peu de temps. Après la cérémonie de clôture, les autorités et la délégation de la Fondation Grand Cœur sont allées à la mairie pour remettre officiellement le matériel aux bénéficiaires. Ces femmes ont été formées par les agents de l'ANADER œuvrant dans cette province. Avant de poursuivre un communiqué, la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Mme Shamsalhouda Abakar Kadade, a reçu ce jour 25 septembre 2019 une mission de l'Organisation de coopération et de développement économique conduite par M. Dan Schreiber, conseiller des crises et fragilités. La délégation est venue expliquer l'objet de sa mission qui porte sur l'évaluation de l'intervention de la communauté internationale face aux mutations de l'heure. À Madame la ministre, à cette occasion, le nouveau directeur du Bureau de coopération suisse au Tchad, M. Romain Darbélé, a présenté ses civilités à Mme Shamsalhouda Abakar Kadade. La ministre a souhaité la bienvenue et un bon séjour à la mission avant de lui rassurer l'appui de son département afin que les interventions des bailleurs internationaux à travers la coopération suisse soient bénéfiques aux populations tchadiennes conformément à la politique sociale de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement.
Clôture hier soir de l'atelier de formation sur l'enseignement de la langue arabe, une initiative de l'association Unité Solidarité en collaboration avec l'Union générale des institutions de soutien à la langue au Tchad. Promouvoir la langue arabe au Tchad, tel est le but recherché par l'association Unité Solidarité en partenariat avec l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad. Cette formation a permis de renforcer les capacités des membres de ces deux associations ainsi que le retourné de la République centrafricaine dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe. Le secrétaire général de l'association Unité Solidarité demande aux bénéficiaires de s'impliquer dans leurs travaux activement afin de relever le défi de la langue arabe au Tchad. Pour le coordinateur de l'association Unité Solidarité, Mohamed Youssouf Al-Khamis, l'importance de cette formation n'est pas à démontrer. Les participants à cette formation sont appelés par le responsable de l'association de l'Unité Solidarité et l'Union générale des institutions de soutien de la langue arabe au Tchad à mettre en œuvre les enseignements dispensés. Il s'est tenu ce matin à l'IRED la 12e réunion mensuelle sur la santé animale, réunion au cours de laquelle les participants ont passé en revue la situation zoosanitaire sur le plan national et international. Angal Toklok nous en dit plus. Le développement du secteur de l'élevage fait partie des priorités du gouvernement qui, à travers des rencontres mensuelles, assure la surveillance pathologique. Au cours de cette réunion, 12e du genre, l'attention est portée sur la situation zoosanitaire durant les mois de juillet et août 2019, ainsi que les saisies aux abattoirs. Présentant cette situation, la directrice des services vétérinaires informe que la situation zoosanitaire de la faune sauvage, notamment des oryx et gazelles, est relativement calme. Quant aux animaux aquatiques, Nodimadiri Rabé fait état d'une femelle lamantin qui a été trouvée morte dans le Mayo-Kébi Ouest. Des cas de morsure canine ont été également évoqués par la directrice des services vétérinaires qui parle de 27 cas avec une prédominance en N'Djamena, la capitale. S'agissant des saisies dans les abattoirs et les aires d'abattage, Nodimadiri Rabé donne entre autres motifs la dystomatose, la tuberculose, les kystes et l'abcès. La situation zoosanitaire sur le plan international reste quant à elle dominée par la peste porcine africaine en Chine, la fièvre afteuse, la grippe équine au Soudan, pour ne citer que ces cas. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, lui, exprime une quiétude par rapport à la rage canine qui refait surface malgré les nombreuses campagnes de vaccination. Un plan d'urgence de lutte contre cette maladie au Tchad a été élaboré et présenté à nos partenaires techniques et financiers. Cet appui sera porté essentiellement sur les activités de renforcement des capacités des facteurs de risque, de lutte et minimisation de leur impact socio-économique. Après avoir annoncé l'organisation d'une prochaine campagne de vaccination au mois d'octobre, Gayan Souaré insiste sur le respect des textes en vigueur. Ainsi, nous invitons les services déconcentrés à veiller à l'application effective des textes et respecter les mesures de police sanitaire. Les populations sont invitées à y participer activement. C'est l'occasion pour nous d'interpeller les représentants des éleveurs pour une action de sensibilisation des éleveurs à leur adhésion totale à cette activité, surtout pour la réussite de la campagne contre la PPR, laquelle nous envisageons éradiquer d'ici 2025. Cette session offre l'opportunité au ministre de l'Élevage et des Productions animales de réitérer les gratitudes du gouvernement aux partenaires pour leurs appuis au secteur de l'élevage. Le nouveau préfet du département de Wadi Rimé est en tournée de sensibilisation dans sa circonscription administrative. Yassir Bichara sensibilise ses administrés sur la consolidation de la paix. Mamataïr Djibril Alho.
Djaharine est une localité située à 120 km au nord de la ville d'Ati. Elle est l'une des 7 nouvelles communes créées dans le nouveau département de Wadi Rimé. Cette commune a constitué la 4e étape de la tournée du tout premier préfet de ce département, Yassir Bichara Saleh. Comme à Jeddah, Aradib et Abou Hidjlit où le préfet est passé, ici à Djaharine, il avait pour l'objectif de sensibiliser à la cohabitation pacifique et d'écouter les populations pour en savoir davantage sur leurs besoins réels. Ces populations, par la voix de l'un de leurs, se disent favorables à la consolidation de la paix sociale et à la contribution au développement infrastructural de leur nouvelle commune. Dans son adresse, le préfet de Wadi Rimé, Yassir Bichara Saleh, s'est attardé sur des sujets phares tels que le trafic de personnes vers la Libye, les conflits d'intérêts précisément, c'est lié aux revendications du terroir et enfin la cohabitation pacifique. Pour les préfets, si on parle aujourd'hui de l'état d'urgence dans 3 de nos provinces, c'est parce que la cohabitation pacifique était mise à mal. C'est pourquoi il appelle les communautés locales de Djaharine à cultiver l'esprit du vivre ensemble. Ensuite, le préfet Yassir Bichara Saleh a visité des bâtiments administratifs vitaux construits par les citoyens eux-mêmes dans le cadre de leurs propres efforts. Il s'agit des bâtiments de la municipalité, du centre de santé et du bureau du mouvement du salut. Parlant toujours de la paix, cap sur la province du Wadaï où le gouverneur de la province et le sultan ont animé un meeting à Walanga, localité située à une 60aine de kilomètres d'Abéché. Reportage. L'objectif de ce meeting consiste à encourager la population du canton Bourtaï qui a restitué volontairement 67 armes à feu aux autorités compétentes et de sensibiliser cette population sur le vivre ensemble. Le chef de canton Bourtaï, Ahmad An-Nadif, a signifié que sa population a répondu à l'appel des plus hautes autorités sur le désarmement des civils et il a aussi rassuré qu'il va continuer la sensibilisation sur le respect des mesures de l'état d'urgence. Ahmad An-Nadif a remis séance tenante 3 armes à feu au gouverneur pour monter le nombre à 70 armes à feu rendues par le canton Bourtaï. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï, Cheikh Ibrahim Cheikh Ad-Din, a invité la population à l'amour du prochain, au pardon et à la cohabitation pacifique. Le sultan abbasid du Darwadaï, Sherif Abdelhadi Mahadi, a indiqué que le royaume du Wadaï est organisé et structuré dans son fonctionnement plus de 400 ans, alors il est inacceptable que des individus s'entretuent pour saper les efforts des ancêtres, a-t-il fait remarquer. Sherif Abdelhadi Mahadi a également axé son intervention sur la scolarisation des filles et le mariage des enfants. Le coordonnateur de l'opération du désarmement adjoint, le colonel Ousmane Déby, a salué l'initiative des différents chefs de canton qui contribuent au désarmement de leurs administrés. Il a aussi encouragé les chefs de canton à faire plus pour que la population vive dans l'harmonie et la quiétude. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a précisé que la population de Bourtaï a compris le bien fondé de la paix sans laquelle il ne peut y avoir un développement durable. Ramadan Erdebou a aussi invité la population à éviter tout ce qui le met en conflit avec la loi. Il a enfin demandé à la population de mettre en terre de jeunes plans pour lutter contre l'avancée du désert. Notons que la délégation conduite par le gouverneur s'est rendue également à Nakal dans le canton Khachoumal-Wadi où elle a récupéré 11 armes à feu restituées par le chef du canton Hissène Mokhtar Senoussi. L'association Agdres vole au secours des sinistrés de la province du Salamat avec des dons de médicaments, un geste apprécié par le secrétaire général de la province. La province du Salamat a subi cette année plusieurs conséquences dues aux inondations des eaux du Barazoum. Pour tenter de porter un secours à la population sinistrée, l'association Toutes nos excuses pour ce souci technique. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Lancement ce matin au CEFOD du projet Ma Voix Compte, un projet mis en œuvre par un consortium des organisations de la société civile, regroupant en son sein plusieurs organisations des droits de l'homme pour contribuer à la promotion de la participation citoyenne des jeunes et des personnes vulnérables au processus électoral. Damgué Lidné Joël.
Ma voix compte. C'est à travers ce projet, deuxième du genre, d'un montant de plus de 6 milliards de nos francs, que le consortium, la Ligue tchadienne des droits de l'homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et l'initiative Paix et Réconciliation au Tchad comptent promouvoir la participation citoyenne. Ce projet, qui couvrira 14 provinces du pays, a pour but de contribuer à la bonne gouvernance en impliquant les jeunes, les personnes vulnérables, les autorités administratives et coutumières, les forces de sécurité et les professionnels des médias dans le processus électoral. Le processus électoral est aussi souvent marqué par la faible participation des populations qui ne sont pas suffisamment informées sur leurs droits et leurs devoirs afin de jouer pleinement leur rôle pendant les processus électoraux. Ce déficit ne favorise pas une pleine participation citoyenne aux questions électorales et ne permet pas un renforcement de la gouvernance démocratique dans le pays. C'est ainsi qu'en perspective des élections à venir au Tchad, et afin de permettre aux futurs électeurs de jouer pleinement leur rôle, d'une part, et en vue de contribuer à la tenue des élections crédibles et transparentes, d'autre part, l'Union européenne a financé le projet Ma Voix compte 2 à travers un consortium d'organisations nationales. Partenaire financier, l'Union européenne se félicite de la noblesse des objectifs poursuivis par le dit projet. Je me félicite que le projet Ma Voix compte 2 s'engage à faire de l'éducation citoyenne et de l'observation de la gouvernance locale sur le long terme, ce qui permettra d'améliorer le dialogue entre les autorités et la population. Je note également avec satisfaction que le projet se pose comme objectif, à plus court terme, de sensibiliser les groupes cibles et les populations à se faire enregistrer sur les listes électorales et contribuera à préparer les populations, les acteurs politiques et l'ensemble des intervenants du processus électoral à la tenue de futures élections libres et apaisées. Le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement se réjouit de cette initiative des organisations de la société civile qui entre en droite ligne des orientations du chef de l'État pour l'organisation des élections. Travailler à apaiser la situation est une préoccupation majeure du chef de l'État. Et cette préoccupation a été relevée dans le cadre de la mise en place du nouveau cadre national du dialogue politique. Et cette préoccupation est également ressortie dans les instructions qu'il a bien voulu donner à l'ensemble des acteurs concernés par les élections dans notre pays. Son vœu, c'est de voir s'organiser très rapidement les différentes échéances électorales pour permettre à notre pays de pouvoir avoir des représentants au sein des différentes instances afin de valider les politiques publiques. Prévu pour une durée de 34 mois, le projet Ma Voix compte phase 2 s'évertuera de mettre en œuvre dans les zones cibles des cadres de dialogue sur la gouvernance démocratique, des espaces de débat et de plaidoyer en matière politique, la formation des observateurs des élections, puis leur déploiement sur le terrain au moment opportun. La commune du 3e arrondissement de la capitale a réceptionné ce matin un don de la banque commerciale du Chari. Il s'agit de matériel d'assainissement. Adef Ahmad Benrama. C'est un lot de matériel d'assainissement qui est remis par la banque commerciale du Chari, BCC, à la commune du 3e arrondissement. C'est donc constitué des bacs à ordures et brouettes être remis dans le cadre du volet social. Bien que notre participation est si modeste, mais c'est une manière de dire à la population du 3e arrondissement que nous sommes avec eux et nous allons faire de notre mieux pour que notre ville soit propre. Le geste du BCC est apprécié à sa juste valeur par le maire de la commune du 3e arrondissement. L'assainissement de la commune est un véritable défi et constitue notre priorité. C'est la raison même de notre existence et nous nous réjouissons très sincèrement de l'aide ponctuelle que la BCC vient de nous offrir car nos besoins en la matière sont énormes. Le maire de la commune du 3e arrondissement rassure de la gestion optimale de ces matériels avant de lancer un appel
aux autres sociétés et bonne volonté à appuyer sa commune pour la rendre plus propre. Hier, quelques prisonniers de la maison d'arrêt d'Amdiaras ont essayé de s'évader. Mais c'est sans compter sur la vigilance de nos forces de défense et de sécurité. Tentative d'évasion à la prison d'Amdiaras, un reportage signé Mahmoud Suleiman. 7 prisonniers se sont évadés de la maison d'arrêt d'Amdiaras. Ces derniers ont profité du moment d'approvisionnement en eau pour la maison d'arrêt. Leur cavale a pris fin non loin de la ville d'Amdiaras. Ils ont été rattrapés par les éléments de la sécurité. Pour le procureur de la République, près du tribunal de grande instance d'Amdiaras, cette évasion est due aux difficultés que rencontre la maison d'arrêt d'Amdiaras. Cette situation elle est justement arrivée par rapport aux difficultés que la maison d'arrêt rencontre. Le problème qui se pose, c'est le problème de manque des éléments ou des agents de sécurité au niveau de la maison d'arrêt. Pour une maison d'arrêt comme celle-ci, nous adressons donc des doléances à l'endroit des autorités de l'État pour pouvoir solutionner un tout petit peu ces difficultés que nous rencontrons là par rapport à la sécurité. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est a insisté sur la sécurité de cette structure pénitentiaire. Nous allons donner des instructions fermes au Comlégion de la gendarmerie d'Amdiaras d'appuyer la garde nationale et nomade pour assurer la sécurité de ces détenus, le temps que au niveau national, on essaye d'appuyer un peu le groupement à garde nationale et nomade d'Amdiaras. Concernant l'approvisionnement en eau, Adamou Omarou relève que les dispositions seront prises pour donner de l'eau potable aux détenus de la maison d'arrêt d'Amdiaras. Nous allons maintenant nous intéresser au tennis de table. Ils sont donc une vingtaine de pratiquants de tennis de table à suivre depuis hier une formation en arbitrage. La cérémonie d'ouverture de cette formation s'est déroulée dans un hôtel de la capitale. Innocent Kilayou. Introduit au Tchad il y a quelques années, le tennis de table a de la peine à se développer. Pour combler ce retard, la Fédération tchadienne de tennis de table procède à des séries de formations. C'est ainsi qu'une vingtaine de pratiquants de tennis de table sera formée en arbitrage. Pour l'expert de la Fédération internationale de tennis de table, Seyd Lazina, former les jeunes à devenir des arbitres est déjà un premier pas réussi pour la vulgarisation de ce sport. À la Fédération tchadienne de tennis de table, l'on se réjouit de cette formation. La Fédération tchadienne de tennis de table est encore à ses débuts. Nous attendons beaucoup de vous pour rehausser son développement. Je vous souhaite beaucoup de courage et un bon travail à tout le monde. Le directeur général du ministère en charge des sports encourage la Fédération tchadienne de tennis de table à tenir le pari. Je salue et loue l'initiative de la Fédération tchadienne de tennis de table qui s'est toujours battue, malgré ses maigres moyens, pour développer et assurer le rayonnement du tennis de table dans notre pays, non seulement dans la capitale, mais aussi dans les différentes provinces du pays. Et c'est l'occasion pour moi d'encourager M. le Président et toute son équipe pour qu'il fasse davantage afin que ce sport considéré comme un sport de prestige soit vulgarisé et pratiqué par tous les garçons et filles, et ce sur l'ensemble du territoire national. La formation des arbitres de tennis de table qui durera une semaine est répartie en 2 phases. Il s'agit de la phase théorique et la phase pratique. La phase pratique sera accompagnée par des matchs. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.